un objet exceptionnel, il ne fonctionne pas. Combien d'objets exceptionnels dans l'histoire des inventions, de l'innovation, qui le sont et qui sont malgré tout des échecs? L'idée arrive trop tôt par rapport aux moyens techniques et scientifiques dont on dispose à l'époque. Une automobile, ça fait partie d'un tout. L'environnement routier n'est pas du tout adapté à ce genre de véhicule. Non. Vous avez une énorme roue de bois cintrée par un bandage de fer, c'est trop lourd, voilà. On est vraiment à l'orée de cette révolution industrielle. Ce qu'on va rechercher, effectivement, c'est de nouvelles énergies. Travailler plus vite, en fait, travailler plus vite, et surtout tenter de remplacer le mouvement de l'homme, pour le dire comme ça, ou la force animale, par une énergie qui sera effectivement la vapeur. Dès les années 1690, avec le français Denis Papin ou l'écossais Thomas Savery, on a déjà des premières machines à vapeur, qui sont des pompes à eau. Des pompes à eau en particulier pour sécuriser les mines, voire pour pomper l'eau de marée pour les assécher. Parce qu'on est aussi à la recherche de terres agricoles. La révolution industrielle, elle est possible parce qu'il y a aussi une révolution agricole. Donc tout est lié. Le fardier de Nicolas-Joseph Cugnot, c'est cette première tentative d'associer au transport l'énergie vapeur, de remplacer la force hippomobile, celle des chevaux par exemple, par une force motorisée. À l'époque, il n'y a pas 36 solutions. C'est l'éolien, c'est l'hydraulique ou c'est la vapeur. Et c'est ce choix-là, c'est la vapeur. Alors, les premières tentatives, on pense effectivement à James Watt, qui est un contemporain de Cugnot. C'est la fin des années 1760, début des années 1770. Cugnot, en fait, il naît en 1725 dans la Meuse, et il va faire ses études d'ingénieur militaire. L'idée, c'est de tenter de trouver un remplaçant de tout ce qui est véhicule tracté par la force animale. Donc des charrettes qui tracteraient des canons. C'est donc de remplacer l'hippomobile par une motorisation, c'est-à-dire une chaudière, un moteur bicylindrique. Alors je le précise, s'il y a un lien avec l'Angleterre, il est là. Parce que ce type de moteur, de petit moteur bicylindrique, il y a déjà un brevet qui est déposé en Angleterre dès 1725. Une transmission, la roue motrice. Et l'idée, c'est de transporter à l'arrière de ce fardier les tubes des canons en particulier. Alors qui n'étaient pas posés au-dessus. C'est pas une plateforme, c'est pas une galerie. On a un système de cordage qui suspende le tube de canon à l'arrière. C'est-à-dire que là, on a un véhicule qui fait dans les 2,5 tonnes, un canon, c'est à peu près la même masse. Un véhicule qui était apte à tracter jusqu'à 5 tonnes, voire 8 peut-être. Il est décidé que le projet de Cugnot, le premier fardier, serait financé par l'État. Ce premier fardier qui n'est pas celui-ci, ça c'est le deuxième modèle. Ce premier fardier est terminé en 1769 et il va être essayé la même année à l'Arsenal de Paris. Et selon les témoignages, ce fardier aurait pu rouler sur 3,5-3,9 km. Si, et je dis bien si, il n'y avait pas eu d'interruption. Le gros problème du fardier, c'est sa chaudière, en fait. C'est-à-dire qu'on est obligé de s'arrêter à peu près toutes les 12 ou 15 minutes pour la faire décompresser. Sinon, elle explose. Et on relance la machine. Bon, ça n'a pas été beaucoup plus loin ce jour-là. Apparemment, un autre essai a lieu un mois plus tard qui aurait été suffisamment concluant pour décider à nouveau l'État français de financer la construction d'un deuxième fardier, celui qui est sous vos yeux. Après, ça se complique. Que le fardier, on ne sait pas si c'est le 1 ou le 2, aurait roulé cette année-là entre l'Arsenal et Vincennes à peu près 5 km. Une source. On ne sait pas du tout si c'est vrai. Donc on ne sait absolument pas si ce fardier a réellement roulé. L'autre problème, oui, c'est la structure même de ce fardier, le poids de la chaudière, la masse des moteurs, la masse de la transmission. Toute la masse repose sur la roue motrice et simplement sur une cheville. La thermodynamique n'est pas terrible parce qu'il y a d'énormes fuites de chaleur. C'est de la très belle mécanique, c'est compliqué et sans doute bien moins performant qu'une simple bielle manuelle. La conception mécanique motorisée du fardier n'est pas bonne et puis surtout le réseau routier français, européen, mondial n'est absolument pas adapté à ce type de véhicule. Les premiers véritables essais réussis de motorisation à vapeur, c'est sur l'eau, ce sont les bateaux. Et puis viendra évidemment le chemin de fer. On va largement, pas effacer les frottements, mais les réduire énormément, ce qui fait que pour une même puissance, vous allez plus loin, plus vite et en transportant plus. La réussite du chemin de fer démontre que la vapeur est adaptée au transport. Alors, peut-être pas vraiment adaptée au transport routier à proprement parler. Néanmoins, en 1873, Amédée Bollée construit son obéissante et ça a obtenu le surnom de première automobile à grande vitesse. Et on commence à résoudre l'un des plus gros problèmes de la vapeur, c'est ça, c'est la chaudière. On va créer des chaudières tubulaires. Amédée Bollée, il reprend le principe, lui, du tube à eau. On vaporise beaucoup plus rapidement l'eau.
C'est-à-dire que ce véhicule de 4 tonnes 8 pouvait atteindre des vitesses moyennes de 20 km/h. Donc, les possibles peut-être 3-4 km/h du Ferry du Cugnot. Une autonomie de 40 minutes, donc c'était 12 minutes. Voilà. Intervient dans les années 1888 Léon Serpollet. Donc vous verrez le tricycle tout à l'heure. Et sans doute l'un des meilleurs petits moteurs à vapeur qui ait pu être abouti. Seulement, c'est compliqué à fabriquer. C'est compliqué à utiliser. Oui, c'était une solution, mais pas pour le petit véhicule. C'était une solution pour les locomotives, pour les bateaux à vapeur. On est effectivement à ce moment où on va se poser la question vapeur. On ne parle pas de moteur à essence encore à l'époque, on parle de moteur à pétrole. On n'a pas besoin de chauffeur, il n'y a pas raison de sécurité. Donc voilà, c'est la simplicité du fonctionnement qui fait qu'on va aller vers ce moteur à pétrole, puis moteur à essence. Oui. Cugnot va rentrer en fait, ou ce Farlier va rentrer dans l'histoire par un autre biais, c'est l'accident. La légende de l'accident, c'est qu'il aurait percuté un mur lors d'un essai à l'Arsenal de Paris. Et donc, on prétend que vous avez devant vous la première automobile accidentée.